Bonjour à tous et toutes pour ce nouveau midi de l'IREMO, à la fois en présence, on est content de se retrouver en direct, et puis en ligne en même temps avec des amis qui nous suivent sur notre Zoom. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas aussi marginal qu'on pourrait le croire, a priori, même si, évidemment, avec les événements d'Ukraine, on est dans une autre centralité. C'est la question des rapports entre les différents pays du Golfe, et en particulier l'Arabie saoudite de Mohammed Ben Salman et les Émirats arabes unis de Mohammed Ben Zayed. Je les présente très rapidement. Mohammed Ben Zayed est de loin l'aîné, puisqu'il est né en 1961. Il est prince héritier de fait, et en réalité il dirige le pays, et ministre de la Défense d'Abu Dhabi, qui est la capitale du plus riche des 7 Émirats qui composent les Émirats arabes unis. Mohammed Ben Salman est plus connu du grand public. Il est né en 1985, il est donc très jeune. Et il est lui aussi prince héritier et vice-premier ministre de l'Arabie saoudite depuis 2017. Ce sont les deux hommes forts, on peut dire, de la région, longtemps très très proches. On les a dit, même l'un étant le modèle de l'autre, c'est-à-dire Ben Zayed le modèle de Ben Salman, et beaucoup d'éléments plaident dans ce sens, c'est-à-dire c'était une espèce de modèle à suivre pour Ben Salman. C'est lui, Ben Zayed, qui aurait inspiré l'embargo contre le Qatar et très largement la guerre contre les Houthis au Yémen. Pourtant, il semble qu'il y ait de l'eau dans le gaz ou dans le pétrole, comme on veut, entre les deux pays, entre les deux hommes forts. Et pour cause, je dirais, ils ont quand même en commun de ne pas avoir atteint les objectifs qui étaient les leurs. La coalition conduite par Mohammed Ben Salman est lâchée, en tout cas c'est ce qui avait été annoncé, par Mohammed Ben Zayed, est loin d'avoir atteint ses objectifs au Yémen, c'est le moins qu'on puisse dire. De la même manière, MBS a dû lever l'embargo qui avait été lancé contre le Qatar, aux grandes dames de MBZ. En toile de fond de tout cela, il y a sans doute la distance prise par l'administration Biden avec ceux qui étaient ses plus proches alliés, l'un et l'autre, dans le Golfe. Et puis, tout cela a sans doute aussi exacerbé des désaccords entre les deux nationalismes, on peut dire, sur les questions économiques et en particulier sur les questions pétrolières. Il y a aujourd'hui, avec la guerre d'Ukraine d'ailleurs, des éléments supplémentaires de perturbation dans les politiques pétrolières de ces pays. Donc, est-ce que les trajectoires de MBS et de MBZ s'éloignent réellement ? On en discutait à l'instant avant de commencer. Ou bien est-ce qu'on est dans des soubresauts qui seront dépassés par la logique même de leur politique avec ce qu'elle a en commun ? En tout cas, je crois, je m'arrêterai là pour ma part, je ne suis pas spécialiste du Golfe, que le danger représenté par les révolutions arabes, qui n'en finissent pas de rebondir depuis maintenant plus de 10 ans, c'est un élément très important de l'alliance de MBS et de MBZ, et c'est un élément qui reste, qui demeure, quoi qu'il arrive. Donc pour éclairer ces questions qui sont relativement peu connues et très importantes à l'échelle de la politique mondiale et pas seulement régionale, on a difficilement mieux placé en France que Benjamin Barthes. Il est diplômé du Centre de formation des journalistes, où je l'ai rencontré à l'époque, il y a quelque temps, ça ne nous rajeunit pas vraiment, ni l'un ni l'autre, enfin surtout moi. Il est journaliste au Monde, dont il est depuis août dernier chef adjoint de la rubrique internationale, ça s'appelle ? Oui. Service international. Il a été longtemps correspondant à Ramallah, de l'hebdomadaire L'Express, du journal Le Monde, je crois qu'il a travaillé aussi pour La Croix, me semble-t-il, à l'époque, et de nombreux médias, on ne va pas les citer, qui t'ont aidé à t'implanter là-bas et à vivre dans les premiers temps de ton séjour. Journaliste indépendant. Voilà, c'est ça. Tu as d'ailleurs reçu, il faut le dire, parce que c'est
prestigieux, le prix Albert Londres en 2008 pour tes articles sur la bande de Gaza, parus dans Le Monde et dans l'Express entre 2007 et 2008. Tu es aussi l'auteur, puisqu'on est en Palestine, parlons-en, d'un remarquable bouquin qui s'appelle Ramallah Dream, Voyage au cœur du mirage palestinien. Il est plus actuel que jamais dans la description qu'il fait du système, hélas, du système qui s'est installé à l'ombre d'Israël, mais qui a sa propre autonomie, qui s'appelle l'autorité palestinienne. Et ensuite, de 2014 à cet été 2021, tu as été correspondant à Beyrouth, non pas pour suivre le Liban, mais pour suivre la tragédie syrienne et le Golfe. D'où cette invitation. Alors, tu connais la règle du jeu, tu l'as déjà expérimenté plusieurs fois dans ces midis ou dans des controverses. Donc, tu as une demi-heure, 35 minutes pour introduire la discussion, et puis ensuite, tu répondras aux questions de nos amis ici, de nos amis en ligne, et éventuellement, si j'en ai une ou deux, des miennes. Donc, c'est à toi, Benjamin. Merci Dominique, et merci à vous tous d'être ici, et à ceux qui sont en ligne également. Mais pour commencer à parler de ce sujet, je vais d'abord remonter un peu dans le temps et raconter en fait comment les Émirats et l'Arabie Saoudite se sont formés, et comment l'émergence des deux pays, déjà à cette époque, n'a pas été exempte de tensions et de querelles. En 1820, la flotte britannique bombarde Ras El Khaimah. Ras El Khaimah, c'est un petit émirat qui aujourd'hui fait partie des Émirats Arabes Unis. C'est l'un des 7 émirats. Il fait partie de ceux dont on ne parle pas beaucoup. On connaît très bien évidemment Abu Dhabi et Dubaï, mais plus au nord, en remontant vers le détroit d'Ormuz, il y a ce petit émirat qui s'appelle Ras El Khaimah, qui à l'époque était un émirat qui faisait partie de ce qu'on appelait la côte des pirates, parce que c'était une zone qui était fameuse pour sa contrebande et pour attaquer éventuellement aussi des navires qui allaient sur la route des Indes. Donc les Britanniques bombardent Ras El Khaimah, détruisent la flotte de l'émir, qui faisait partie à l'époque, qui fait toujours partie de la tribu des Qassimi. Et la tribu des Qassimi, c'est aujourd'hui une tribu qui est un peu marginale dans la scène politique de la péninsule arabique, mais à l'époque c'était l'une des plus importantes tribus. Et donc l'outil de puissance de cette tribu, à savoir sa flotte maritime, est détruite, son port est détruit, et c'est le début, en fait, de l'entrisme britannique. Les Britanniques vont soumettre toutes ces tribus un petit peu rebelles, un peu trop rebelles au goût des Britanniques, et en 1853, ce qu'on appelait la côte des pirates devient en fait la côte de la trêve, c'est-à-dire que les Britanniques imposent une trêve à toutes ces tribus, les obligent à rentrer dans le giron de la couronne, dans l'empire britannique. Et en échange de leur intégration un peu forcée à cet empire, la couronne s'engage à les défendre contre toute invasion tierce, maritime ou terrestre. Donc cette alliance qui va être concrétisée en 1892, 1892 c'est l'année où les Émirats de la côte de la Trêve, donc Abu Dhabi, Dubaï, Bahreïn, mais aussi Qatar à l'époque, sont intégrés officiellement dans un protectorat britannique. Ces Émirats vont être donc placés de facto sous protection de la couronne, et quelque part ça va les sanctuariser vis-à-vis de ce qui va survenir quelques décennies plus tard, c'est l'essor du troisième État saoudien sous l'impulsion de Ibn Saoud, le roi Abdelaziz, qui, à partir du Nejd, qui est la maison mère du pouvoir saoudien, va commencer à agglomérer d'autres provinces de la péninsule arabique pour former le troisième État saoudien. Donc ils partent du Nejd, ils vont conquérir évidemment le Hejaz avec la Mecque et Médine, et puis ils vont aussi conquérir sur la côte orientale la région de Hassa, et voilà. Et donc ils vont développer une véritable puissance qui va devenir la puissance motrice évidemment sur la scène
la scène du Golfe. Et parce que ces Émirats sont sous tutelle britannique, ils vont de facto échapper à l'appétit saoudien. Donc on peut imaginer que sans le protectorat britannique, ce chapelet d'États que l'on voit sur la côte n'aurait pas existé. Hein. Ils auraient été... On peut dire qu'à l'époque, l'Arabie Saoudite est le seul État indépendant de la Grande-Bretagne. Voilà, oui. C'est important. Oui. Alors ils sont indépendants, mais ils reçoivent beaucoup d'argent parce que la Grande-Bretagne veut aussi faire contrepoids à l'Empire ottoman, etc. Mais effectivement, il y aura pas d'entrisme britannique sur le terrain, quoi. Donc voilà, il y a déjà donc dans la naissance de ces États, il y a déjà un contexte qui aurait pu être conflictuel, qui ne l'a pas été parce que les Britanniques étaient là. Quand les Britanniques partent en 1971, ils ne délimitent pas les frontières. Ces frontières jusque-là étaient le fruit de tradition, enfin c'était quelque chose qui n'était pas marqué noir sur blanc. Donc sur les cartes de l'époque, il y a des pointillés qui sont un peu vagues, mais il n'y a rien d'acté officiellement. Donc autrement dit, les Britanniques partent et puis ils lèguent à cette région en partant autant de conflits frontaliers qu'il y a de micro-États. Comme partout. Voilà. Donc la frontière entre le Qatar et l'Arabie Saoudite va être sujet à de nombreux contentieux, et la frontière entre l'Arabie Saoudite et les Émirats ne va pas tarder aussi à créer des problèmes et des conflits. Alors 1974, il y a un accord à l'époque entre le cheikh Zayed, qui est la grande figure fondatrice des Émirats arabes unis, et le roi saoudien de l'époque, qui était Faisal. Donc ils s'entendent sur une délimitation de la frontière. L'accord est ratifié par les Saoudiens en 1993, mais pas par les Émiratis. Et dans les années qui vont suivre, notamment au milieu des années 2000, la controverse va ressurgir. Les Émiratis vont faire valoir leurs droits, selon eux, à telle ou telle région, tel ou tel village ou oasis, etc. Donc il y a, en toile de fond de cette relation, il ne faut pas oublier donc ce passé et ce passif, qui peut ressurgir de manière assez régulière parce que ça n'a jamais été véritablement pacifié et normalisé de ce point de vue-là. Alors après, Dominique disait en introduction, MBS-MBZ, une alliance de longue date. En fait, elle est assez récente parce que en fait, les deux hommes sont arrivés sur le devant de la scène de manière assez récente également. Et puis parce que, comme je l'ai dit, les relations entre les Émirats et l'Arabie Saoudite ont été des relations de bon voisinage, mais avec de temps à autre quelques contentieux plus ou moins plus ou moins silencieux, quoi. Et puis alors, arrivent ces deux hommes. L'émergence de MBZ, elle date de 2014, grosso modo. 2014, c'est l'année où le président en titre des Émirats arabes unis, les Émirats sont donc une fédération d'Émirats, de cités-États, avec un président à leur tête. Le président des Émirats, en 2014, fait un énième accident cérébral, et il est définitivement écarté de la scène politique. Il est toujours vivant à l'heure où on parle. Là, la presse officielle émirati entretient une fiction d'un dirigeant qui serait encore aux manettes, etc. Mais tout le monde sait très très bien, et les Émiratis les premiers, que cet homme est dans un état végétatif, qu'il est enfermé dans un palais, dans une oasis. Bouteflika du Mashrek. Oui, c'est un peu le Bouteflika du Mashrek, voilà. Et donc, l'homme qui prend le pouvoir à ce moment-là, c'est Mohammed Ben Zayed, qui est donc un de ses demi-frères, et qui est prince héritier, officiellement, statutairement, il est prince héritier d'Abu Dhabi, et historiquement, c'est le cheikh d'Abu Dhabi qui est le président des Émirats arabes unis. Donc lui n'est que, sur le papier, prince héritier d'Abu Dhabi, et puis chef des forces armées. Mais évidemment, quand on est chef des forces armées
dans un pays comme les Émirats, ça vous met quand même en position de force pour mettre la main sur les manettes réelles du pouvoir. Et puis depuis de nombreuses années, Mohamed Ben Zayed s'était préparé à prendre le pouvoir. Il n'avait pas été totalement satisfait par le fait que Khalifa, le président en titre, soit désigné comme l'héritier de Zayed. Donc il avait déjà manœuvré en coulisses pour se préparer à prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et puis donc 2014, le président est de facto mis sur la touche, et donc il prend les rênes de pouvoir, il s'impose véritablement, donc ça va être l'homme qui va décider à la fois de la trajectoire politique interne, mais également des relations diplomatiques et de la politique extérieure émirati. Mohamed Ben Salman, lui, arrive de manière comment dire, très, très, très officielle sur la scène du pouvoir. En 2015, lorsque le roi Salman, avant Salman, Abdallah. Merci. Quand le roi Abdallah décède en 2015, Salman, son frère, prend la succession. Et puis alors, il va nommer l'un de ses neveux, Mohamed Ben Naïef, comme prince héritier. Mohamed Ben Naïef fait partie d'un autre clan, et on s'est dit à ce moment-là, bon, on va assister à cette distribution du pouvoir assez classique à laquelle on était habitué en Arabie Saoudite, où les grandes branches de la famille saoudienne se partagent les prébendes et les leviers de pouvoir. Et puis en fait, très très vite, on voit que ce dispositif un peu collégial auquel on était habitué s'effondre devant l'appétit de pouvoir et l'ambition manifeste de Mohamed Ben Salman, donc le fils de Salman, qui ne veut pas se contenter d'être ministre de la Défense, puisqu'il a été nommé ministre de la Défense en plus du poste de vice-prince héritier. Donc, il va, en plus de ces attributions-là, il va devenir un espèce de super Premier ministre avec des attributions en matière de développement, en matière d'économie, etc. Et donc, très très vite, il va devenir un peu incontournable. Et puis, cette évolution va être consacrée en 2017 par la mise sur la touche dans une espèce de coup d'état de palais assez terrible dans la nuit. Comme c'est souvent le cas en Arabie Saoudite, les grandes décisions se prennent au milieu de la nuit. Mohamed Ben Naïef, donc le prince héritier, est convoqué au palais et le roi l'oblige à renoncer à son titre de prince héritier, donc de numéro 2 dans l'ordre de succession, et à faire allégeance à Mohamed Ben Salman, qui de numéro 3 devient numéro 2, donc remplace Mohamed Ben Naïef au poste de prince héritier. À partir de ce moment-là, la scène politique est ouverte pour Mohamed Ben Salman, qui avait déjà beaucoup de levier en main et va s'affirmer de plus en plus au fur et à mesure que son père, qui déjà était relativement effacé, va prendre de moins en moins de place dans la décision et dans la représentation de l'Arabie Saoudite sur la scène extérieure. Donc voilà, on a en fait deux hommes qui, en dépit du fait qu'ils ont une vingtaine d'années d'écart d'âge, ont un profil assez similaire parce qu'ils sont les dirigeants de fait d'un pays. Ils doivent cohabiter avec un dirigeant officiel, mais qui, à la fois pour Khalifa, le président des Émirats arabes unis, et pour Salman, le roi d'Arabie Saoudite, un dirigeant officiel qui ne leur fait plus véritablement de l'ombre. Et alors, on va assister donc, à partir de la deuxième moitié des années 2010, à une convergence des deux hommes, à la mise en place d'un tandem, véritablement, avec au début l'impression, effectivement, comme tu le disais, Dominique, qu'il y avait d'un côté un mentor et de l'autre côté le disciple, mais bon, je pense que les choses
ont peut-être été de cet ordre-là au début, et puis vu l'importance de l'Arabie Saoudite et l'ambition de Mohammed Ben Salman, il ne pouvait évidemment pas se satisfaire d'un poste ou d'une position symbolique de disciple. Donc, un vrai duo s'est mis en place qui a profité évidemment d'un contexte favorable à leurs ambitions respectives. Parce que alors, les deux hommes ont un profil similaire, je l'ai dit, et puis ils ont aussi une pratique politique, une manière de faire assez similaire aussi. Ils sont les héritiers de deux États qui ont toujours eu une forme d'inhibition vis-à-vis de la puissance et vis-à-vis de l'exercice de la puissance. Historiquement, l'Arabie Saoudite est un pays qui, en dépit de sa puissance géographique, ne serait-ce que géographique, mais également économique, a toujours eu une gêne à affirmer son pouvoir. Et ça passait beaucoup par la religion, comme bon, voilà, le pays berceau de l'islam qui se voulait chef de file de l'islam sunnite au Proche-Orient. Mais il y avait toujours une forme de gêne vis-à-vis d'une affirmation de hard power, comme on dit aujourd'hui. Cette pratique-là, elle s'efface avec Mohammed Ben Salman, et Ben Salman va être vraiment, MBS va être vraiment l'homme qui va, notamment en 2015, avec l'entrée en guerre au Yémen, qui va être vraiment l'un des premiers actes de MBS sur la scène extérieure, l'Arabie Saoudite va désormais assumer son rôle de leader, mais de manière très affirmée, quoi. Dans un cadeau du ciel qui est l'arrivée de Trump. Voilà, alors on va effectivement, on va en parler, mais en 2015, Trump n'est pas encore là. Oui, ils sont déjà dans une forme de projection de puissance et de projection d'hubris, hein, très clairement. Et puis, côté émirati, il y a également aussi un héritage très consensuel. Zayed, le cher Zayed, le fondateur des Émirats, était un leader qui faisait un peu de la diplomatie à l'ancienne, dans la médiation, dans le consensus, etc. Mohammed Ben Salman est un homme qui est un militaire et qui s'est doté d'un outil militaire extrêmement perfectionné et qui est décidé à l'utiliser. Les Émirats ont une aviation qui est l'une des plus puissantes et l'une des plus performantes dans le Golfe, très clairement, enfin la plus performante du Golfe. Non seulement ils ont des avions, mais ils ont aussi des pilotes, parce que souvent dans le Golfe, on commande plein d'avions, mais c'est une manière de clientéliser des élites occidentales. Mais ils ont non seulement des avions, mais ils ont la capacité de les piloter, et ils en ont fait étalage à plusieurs reprises déjà dans la région. Donc il a un véritable outil militaire, et il va s'en servir. Donc là aussi, il y a une volonté de puissance qui s'affirme de plus en plus. Alors cette volonté de puissance, elle va s'affirmer sur deux axes, approximativement. D'une part, vis-à-vis de l'Iran, et puis vis-à-vis des mouvements islamistes et de l'État que ces deux pays considèrent comme le parrain des mouvements islamistes dans la région, c'est le Qatar. Donc, en 2015, entrée en guerre de l'Arabie Saoudite et des Émirats au Yémen contre les milices Houthis qui sont vues dans le Golfe, dans les palais du Golfe, comme le cheval de Troie de l'Iran. Et puis en 2017, déclaration d'une guerre économique. Hein. D'un côté, on a une guerre véritablement militaire contre le Yémen. De l'autre côté, on a une guerre économique contre le Qatar. Le Qatar qui est mis sous cloche avec rupture des relations diplomatiques, embargo commercial, fermeture de tous les contacts possibles entre les Émirats, l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, qui est le satellite de l'Arabie Saoudite. Et puis, de l'autre côté, le Qatar. Donc, et puis, cet embargo, ce blocus, on va dire semi-blocus, parce que le Qatar, on le verra, va arriver très très vite à contourner ce blocus. Mais le blocus se double aussi d'une
d'une guerre, d'un cyber-conflit, on va dire, avec comment dire, une violence extrême sur les réseaux sociaux, des fake news en cascade, tout un narratif de Qatar bashing, de dénigrement du Qatar qui se développe par tous les canaux électroniques qu'on connaît aujourd'hui. Ce moment émirato-saoudien ou saoudo-émirati, il bénéficie, tu l'as dit Dominique, de l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc on a vraiment une espèce d'alignement des planètes qui va permettre une affirmation de puissance de la part de ce duo. Cet alignement de planètes, il se matérialise au sommet de Riyad en juin 2017. C'est le premier déplacement de Trump qui donc fait à l'Arabie Saoudite l'honneur d'être le premier pays étranger qu'il va visiter. Et alors évidemment, les Saoudiens ont compris tout le parti qu'ils vont pouvoir tirer de cette visite. Elle est préparée longuement en amont pendant plusieurs visites, plusieurs mois, etc. Il y a un travail de lobbying énorme qui est fait auprès des décideurs américains. Aussi bien les Émirats que l'Arabie Saoudite sont clients d'une myriade de cabinets de relations publiques et de lobbying aux États-Unis. On les connaît parce qu'aux États-Unis, c'est obligé tous les cabinets ont l'obligation de déclarer la liste de leurs clients et on voit très très bien quels sont les cabinets qui travaillent pour les uns et pour les autres. Donc, se met en place non plus un tandem, mais en fait un trio. Et on peut voir de manière assez fine dans la chronologie comment la réunion de Riyad va être très vite suivie par l'escalade avec le Qatar. Il y a vraiment ça se joue en quelques semaines. Trump, pendant la réunion, a une phrase, je ne me rappelle plus exactement la substance très précise de la... Il donne l'impression de cautionner une opération anti-Qatar. Exactement. Il donne l'impression de donner le feu vert à une attaque contre le Qatar. Donc voilà, il y a ces convergences donc idéologiques, anti-Iran, anti-islamisme, islam politique. Il y a une convergence de profil entre les deux hommes. Il y a ce blanc-seing américain. C'est ce qui va donc expliquer ce moment saoudo-émirati qui va donc, on l'a dit, donner lieu à la guerre au Yémen, qui est plutôt une opération saoudienne à laquelle les Émiratis se sont joints, et puis au blocus du Qatar, qui est plutôt là, inversement, une opération émirati à laquelle les Saoudiens vont se joindre. Ouais. Donc voilà, ça, on est sur la période donc 2017-2020. Les 4 années en fait de la présidence Trump, grosso modo. Et puis alors, les problèmes arrivent de manière assez rapide. Les problèmes arrivent pour des raisons simples. C'est que tant sur le théâtre yéménite que sur le théâtre qatari, les Émiratis et les Saoudiens ont vu trop gros. D'une part, l'intervention saoudo-émirati au Yémen s'enlise très très vite. Les Houthis opposent au bombardement de l'aviation saoudienne et aux opérations terrestres de l'armée émirati une résistance imprévue. Et puis sur le théâtre qatari, le Qatar va très vite, d'une part, arriver à contrecarrer le blocus de ses voisins en développant des filières de ravitaillement alternatives qui passent par l'espace aérien iranien notamment, c'est-à-dire que les avions qui ne peuvent plus passer par l'espace aérien saoudien vont longer la côte iranienne. Ça va passer également par un rapprochement avec la Turquie qui a déjà une base militaire au Qatar, mais qui va être amenée à aider de plus en plus son partenaire.
Et puis, cette résilience qatari, elle va passer aussi par le fait que, comme je le disais, le blocus, c'est un blocus un peu improbable et complètement incomplet, parce que les méthaniers qataris, qui sont, comment dire, le levier de puissance par excellence du Qatar, les méthaniers qataris arrivent toujours à sortir du Qatar et à partir vers l'Asie. Le Japon, la Chine sont les grands clients du gaz qatari, et aussi longtemps que ces méthaniers peuvent sortir du Golfe Persique et sortir de Doha, partir de Doha, les caisses de l'État qatari sont remplies de dollars. Donc le Qatar va beaucoup dépenser pour compenser la pression économique qu'exercent sur lui ses voisins. Il va vendre des actifs à l'étranger, il va puiser dans ses réserves, mais les réserves sont tellement énormes, il a une telle manne financière à sa disposition que bon, voilà, c'est un moment un peu compliqué, ça cause de la tension, ça cause un peu de stress, mais il n'y a rien d'existentiel. Et puis, il n'y a rien d'existentiel pour une autre raison. C'est que Donald Trump, une fois n'est pas coutume, est allé un peu vite en besogne, et il va être très vite rattrapé par deux personnes de son administration. D'une part, Rex Tillerson, qui est à l'époque le chef du département d'État, Rex Tillerson qui est un homme qui vient du monde pétrolier et qui évidemment a eu affaire aux Qataris dans une carrière précédente. Donc il connaît le Qatar, il a des liens avec les élites qataries. Et puis il va être également rattrapé par le chef du Pentagone, James Mattis, merci Dominique, ouais, qui évidemment, en tant que chef du Pentagone, a eu des contacts lui aussi avec les Qataris, pour une raison simple, c'est que le Qatar, en plus d'héberger une petite base militaire turque, héberge une énorme base militaire américaine. Ce que Trump ignorait, semble-t-il, voilà. Quand il est parti en Arabie Saoudite. Voilà. Le Qatar héberge ce qu'on appelle le CENTCOM, c'est-à-dire le quartier général des forces américaines pour la région centre, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Donc c'est de là que s'organise notamment la lutte contre l'État islamique, c'est de là que se gèrent toutes les interventions et les déploiements américains au Moyen-Orient. Donc ces deux hommes-là vont faire passer le message très très vite à Donald Trump et lui faire comprendre qu'il est inconcevable de lâcher le Qatar. Alors là, il y a un moment sur lequel je pense les historiens travailleront dans les prochaines années. On se pose tous la question de savoir est-ce que les Émiratis et les Saoudiens avaient l'intention d'envahir le Qatar. Alors les Qataris, c'est ce que les Qataris laissent comprendre quand on leur parle. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'éléments véritablement qui permettent de confirmer une telle intention, mais on peut se dire que si le Qatar, et je pense que c'est l'un des génies qataris des 20 dernières années, si le Qatar n'avait pas réussi à clientéliser autant d'élites occidentales qu'il l'a fait, si le Qatar n'était pas devenu quelque chose qui existe pour nous autres occidentaux, qui signifie quelque chose, un État qu'on arrive désormais à placer, aussi petit fut-il, qu'on arrive désormais à placer sur la carte. Si ce n'avait pas été le cas, la tentation d'une invasion du Qatar aurait été très très grande. Mais le Qatar étant devenu ce qu'il est, et puis avec donc le retour des Américains et Donald Trump qui tout d'un coup rétropédale et freine un petit peu, ce plan-là, si tant est qu'il était existé, a prestement été remisé. Et donc le Qatar a résisté au blocus, et puis très très vite, le blocus en fait s'est retourné contre ses instigateurs. Notamment un cas intéressant, c'est celui de Dubaï. Dubaï est un émirat qui a beaucoup commercé avec le Qatar. Beaucoup de très riches Qataris avaient des avoirs à Dubaï. Et le blocus va peser sur Dubaï, par ricochet, de manière indirecte. Entre autres raisons aussi parce que
le port de Jebel Ali, qui est le port de Dubaï, qui est une énorme plateforme de commerce régional, va être de facto privé de toute une partie du trafic maritime qui arrivait à Jebel Ali et ensuite était rechargé dans d'autres petits bateaux pour arriver ensuite à Doha. Le Qatar va développer des liaisons portuaires alternatives, notamment avec un port en Oman, qui va comment dire, faire pièce à l'impossibilité pour le Qatar désormais d'utiliser Jebel Ali comme débouché pour ses importations maritimes. Alors voilà, cette difficulté, cette impasse dans laquelle se trouvent les Émirats et l'Arabie Saoudite dans leur double entreprise d'affirmation de puissance à l'échelle du Golfe, cette impasse, elle va être renforcée par le départ de Trump, qui va même si Trump avait rétropédalé, il restait quand même un allié très important des Saoudiens. Et puis Trump cède la place à Biden. Biden qui n'a pas véritablement goûté, en tout cas les démocrates n'ont pas goûté évidemment l'épisode Khashoggi, donc l'élimination de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien qui a été assassiné dans le consulat saoudien d'Istanbul en 2018. Il y a, côté démocrate, beaucoup de pression sur Biden pour qu'il ne normalise pas les relations avec l'Arabie Saoudite, pour qu'il voilà, et qu'il garde une distance, notamment vis-à-vis de Mohammed Ben Salman. Ce qu'il fait, il a fait comprendre, en tout cas c'est ce qui est le cas jusqu'à aujourd'hui, il a fait comprendre qu'il ne parlerait pas avec Mohammed Ben Salman et que son interlocuteur, son vis-à-vis, c'était le roi. Donc Salman, le père de Mohammed Ben Salman. Et pour l'instant, donc, il y a une forme de froid, du moins au niveau des décideurs, parce que bon, les relations économiques restent évidemment importantes, les relations militaires aussi, mais au niveau des décideurs, il y a une forme de froid qui va inciter, début 2021, qui va inciter Mohammed Ben Salman à tirer un trait sur cette très inconfortable et infortunée opération contre le Qatar. Donc, de la même manière que la crise avec le Qatar avait éclaté, c'est-à-dire du jour au lendemain, de manière complètement imprévue, eh bien le blocus va être levé quasiment du jour au lendemain et de manière presque imprévue. Mohammed Ben Salman convie les dirigeants du Golfe, et les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe, à El Oula, qui est cette cité antique que les Saoudiens mettent en valeur actuellement. Et puis, voilà, on se rabiboche. Apparemment, les Qataris n'ont rien cédé. Alors, il y a peut-être eu des concessions, mais rien de très important, parce que alors le quatuor anti-Qatar, comme on l'appelle, donc Émirats, Arabie Saoudite, Bahreïn et Égypte, avait énoncé toute une liste de critères pour renouveler le contact avec le Qatar. Donc le Qatar devait, 1, 2, 3, il y avait 13 conditions qui étaient des conditions draconiennes. Si le Qatar les avait mises en application, ça équivalait à un harakiri. On demandait notamment au Qatar de quasiment fermer ses relations avec l'Iran, de fermer la chaîne Al Jazeera, de mettre dehors l'allié turc, etc. Bon, autant de choses qui étaient inacceptables pour le Qatar. Donc aucune de ces conditions n'ont été remplies. Je pense que l'une des conditions, l'un des donnants-donnants, ça a été la mise en sourdine un petit peu d'Al Jazeera, qui évidemment n'a plus continué à critiquer Mohammed Ben Salman quasiment 24 heures sur 24, comme elle le faisait du temps du blocus. Donc là, il y a un traitement médiatique de l'Arabie Saoudite et des intérêts saoudiens dans la région qui est beaucoup moins offensif. Mais sinon, sur le reste, le Qatar n'a rien cédé. Et voilà, donc fin de cet épisode. Les Émiratis ne sont pas enthousiastes. C'est le
le Premier ministre en titre de la fédération, donc Mohamed Ben Rached, qui est officiellement celui qui va dans les grandes réunions internationales, parce qu'il est sur le papier un rang plus élevé que Mohamed Ben Zayed. Donc Mohamed Ben Rached assiste à la réunion de El Oula, mais bon, on voit très très bien dans les interventions publiques des uns et des autres, dans le traitement médiatique de la résolution de la crise par la presse émiratique, qu'il n'y a pas d'enthousiasme et que les Émiratis en fait ont suivi les Saoudiens ont été forcés eux aussi comment dire, sur le papier de renouer avec le Qatar, mais sur le papier seulement. Enfin, ils ont permis à nouveau aux appareils de la compagnie aérienne qatari de survoler leur territoire, mais l'ambassade émirati fonctionne à minima au Qatar. Je crois même je ne suis même pas persuadé qu'elle a été réouverte. Je crois qu'il y a peut-être un chargé d'affaires, enfin quelque chose. Le niveau des relations diplomatiques reste très bas, alors qu'au niveau saoudo-qatari, c'est revenu au niveau d'avant. Du côté de l'autre expédition, de l'autre manifestation de l'aventurisme saoudo-émirati, le Yémen, en 2019, les Émiratis annoncent qu'ils vont rapatrier la plus grande partie de leur contingent. Donc il y avait des forces spéciales, il y avait des militaires, il y avait beaucoup de blindés, qui avait notamment permis au gouvernement yéménite de reprendre la zone d'Aden. Mais depuis lors, comme je l'avais dit, tout cela s'était un peu enlisé. Et donc les Émiratis annoncent que voilà, ils vont alléger leur dispositif et qu'une partie de leur contingent est rapatriée à Abu Dhabi. Dans les mois qui suivent, on voit également d'autres mouvements qui éloignent les deux partenaires. Au printemps de cette année, il y a des désaccords sur le pétrole. Il y a des désaccords sur les quotas de production. Les Émiratis veulent ouvrir les vannes en grand et les Saoudiens pas trop veulent garantir un prix élevé. Donc il y a une passe d'armes, notamment quelque chose d'assez inhabituel, à une réunion de l'OPEP+, qui est l'OPEP+, la Russie, où le désaccord entre les délégations des deux pays éclate au grand jour. Et puis... mais là, entre-temps, Poutine les a mis d'accord. Oui, alors bon, là, c'était à l'époque, on était un baril à $70. Là, on à 140. Voilà, la donne de ce point de vue-là n'est plus un motif conflictuel. L'autre motif d'éloignement très important, c'est que les deux pays se retrouvent de plus en plus, c'est quelque chose qui était latent et qui se manifeste de manière de plus en plus ouverte. Les deux pays se retrouvent en concurrence pour l'accès aux ressources post-pétrole. Les Émirats sont en pointe dans le Golfe en termes de diversification économique. Les Émirats sont un pays qui ont engagé la transition post-pétrole il y a déjà plusieurs années, de longues années, plusieurs décennies, on peut dire même, alors que l'Arabie saoudite, elle, c'est très récent. Et c'est notamment l'un des fers de lance, l'un des chevaux de bataille de Mohamed Ben Salman, c'est de développer une économie, de développer le segment hors pétrole de l'économie saoudienne. Il faut dire que c'est plus facile dans un petit pays comme les Émirats que dans un énorme pays comme l'Arabie saoudite. Voilà. La transition est plus difficile. Bien sûr. Les Émirats, c'est 1 million d'autochtones, d'Émiratis et 10 millions d'étrangers. L'Arabie saoudite, c'est 20 millions de Saoudiens et 10 millions d'étrangers. Donc il y a une concurrence de plus en plus nette qui va aller en s'agrandissant dans les années qui viennent entre les deux pays pour capter le tourisme, pour capter l'industrie du divertissement,
pour capter l'industrie de l'immobilier, de l'investissement immobilier, etc. Mohamed Ben Salman est décidé, en bon disciple de MBZ qu'il a été, il a vu comment les Émirats arabes unis se sont modernisés, comment ils ont construit une économie qui désormais est également est motrice, pas seulement dans le domaine des hydrocarbures, mais également du divertissement, de la finance, etc. Donc il va limiter. Dans le Golfe, il y a pas une grande créativité, je dirais, en termes de moteur de croissance. Donc tout le monde fait de plus en plus la même chose. Donc les Neom, la fameuse ville nouvelle futuriste que Mohamed Ben Salman a entrepris de développer, alors c'est dans le coin nord-ouest de l'Arabie Saoudite, en face du golfe d'Aqaba, c'est vraiment mais au carrefour de Israël, de la Jordanie et de l'Égypte. Mohamed Ben Salman a entrepris de créer une méga cité futuriste avec des robots, avec tout ce que comment dire l'hypermodernité a de clinquant et d'appétissant pour les investisseurs. Je ne me rappelle plus les chiffres, mais enfin c'est quelque chose de complètement pharaonique. Et cette ville, c'est très clairement, 30 ans après, c'est un Dubaï bis. C'est une ville qui va essayer d'imiter Dubaï, qui va importer tous les codes de la modernité occidentale, les codes sociétaux, les codes culturels. Voilà. Alors, est-ce que ça passera par un statut extraterritorial qui permettra qu'on ait à Neom ce qui n'est pas permis pour l'instant dans le reste de l'Arabie Saoudite? Est-ce que quand Neom deviendra complètement fonctionnel, ce jour-là, l'alcool sera permis en Arabie Saoudite et les restrictions qui pèsent sur les femmes auront été levées? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Neom est sur une trajectoire qui copie. Elle aura aussi ses spécificités, mais c'est un modèle Dubaï bis, quoi. Et puis le divertissement aussi. L'Arabie Saoudite, vous l'avez sûrement vu, a créé un festival de cinéma, par exemple, à Jeddah, qui ambitionne de faire venir des grands noms, qui a déjà fait venir des grands noms du cinéma arabe, mais également occidental. Ils ont également hébergé, juste après le festival de Jeddah, une course de Formule 1. C'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis de longues années dans le Golfe. Il y a une course de F1 à Bahreïn. Je crois qu'il y en a eu une à Abu Dhabi il y a quelques jours, je crois. Donc voilà, il y a un même positionnement sur une économie hors pétrole. Et alors, cette concurrence, elle s'est matérialisée de manière très très précise. Il y a quelques mois, l'Arabie Saoudite, c'était assez étonnant comme annonce, l'Arabie Saoudite a déclaré que désormais tous les grands groupes internationaux qui veulent candidater et qui veulent espérer obtenir des contrats publics saoudiens doivent implanter leur siège régional au Moyen-Orient à Riyad. Autrement dit, le tacite dans cette déclaration, c'est pas à Dubaï. Parce qu'évidemment, jusqu'à aujourd'hui, Dubaï est le hub de toutes les multinationales occidentales ont leur siège à Dubaï et opèrent à partir de Dubaï. Alors, ils peuvent avoir des investissements en Arabie Saoudite, mais ça se fait à partir de Dubaï, qui, pour les Occidentaux, pour les cols blancs occidentaux, est une ville plutôt moins hostile, on va dire, que Riyad. C'est plus simple quand on fait venir une famille d'Europe ou des États-Unis de l'installer à Dubaï que de l'installer à Riyad. Donc évidemment, l'intention des Saoudiens est de faire venir, désormais, de les implanter dans leur pays même et non plus à Dubaï. Donc cette annonce a eu véritablement l'effet d'un coup de tonnerre dans la région parce que c'est une annonce annonciatrice de cette répétition d'un face-à-face qui va être sur le terrain économique extrêmement vif, quoi. Je propose, si tout le monde est d'accord, qu'on te permette de continuer, parce que je trouve ça tout à fait passionnant, donc on ne t'interrompt pas. Mais il y a quand même une dimension que tu n'as pas du tout évoquée, et qui me semble être dans la toile de fond, en tout cas des rapports entre MBS et MBZ, c'est le retournement de la situation avec l'Iran.
C'est-à-dire, du temps de Trump, on était dans l'affrontement. Trump était sorti de l'accord de Paris, de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Il y avait eu une montée des tensions. On avait même eu l'assassinat de Soleimani. Beaucoup d'épisodes que nos amis ici connaissent. Là, on est dans un retournement de situation. On n'est pas tout à fait au bout, mais pas très loin, semble-t-il, où c'est clair qu'on va vers un accord ou le même ou un accord amélioré, et que pour l'instant, c'est surtout les Russes qui bloquent pour des raisons qui sont liées à la guerre d'Ukraine. On ne va pas tout mélanger, mais disons qu'on sent, la presse israélienne l'a encore confirmé hier, qu'on est à 2 doigts de la signature, aux grandes dames des dirigeants israéliens d'ailleurs, d'un nouvel accord. Donc c'est sûr que ce retournement de tendance générale semble présager de ce qui va se passer demain ou après-demain, ou dans les jours qui viennent. Il est quand même très important, et pour MBS et pour MBZ, c'est-à-dire que de leur côté, aussi bien MBS qu'MBZ, que l'ensemble d'ailleurs des Émirats du Golfe, ont repris le contact et le dialogue avec les Iraniens. Donc on est dans quelque chose qui est un paysage là aussi concurrentiel, c'est-à-dire c'est à qui va être le plus proche des Iraniens pour conclure dans une situation complètement renversée, quoi. Oui, c'est exact. Il y a effectivement un début de réchauffement sur ce théâtre-là, et qui est d'autant plus étonnant que ces derniers mois, la température avait monté dans le Golfe sur ces tensions autour de l'Iran. Au Yémen, la guerre a redoublé de violence. Il y a un étau des Houthis, donc cette milice pro-iranienne qui a renversé le gouvernement à Sanaa il y a déjà quelques années. Les Houthis resserrent leur étau sur la ville de Mareb, qui est l'un des derniers grands bastions des forces gouvernementales dans le nord du Yémen. Et cette offensive des Houthis se heurte à une résistance qui est également extrêmement déterminée de la part des forces gouvernementales, qui sont, elles, soutenues de manière assez affichée par les Émiratis. Les Émiratis, je l'avais dit, à partir de 2019, ont donné des signaux selon lesquels ils sortaient un peu du champ de bataille yéménite. Mais ces derniers mois, on les a vus à la manœuvre dans le soutien aux forces gouvernementales yéménites qui résistent à l'avancée des Houthis en direction de Mareb. Il y a notamment une brigade gouvernementale qui s'appelle la brigade des géants, qui a été extrêmement efficace entre guillemets sur le terrain, qui est une brigade qui est financée, qui est armée, qui est équipée, qui est entraînée par les Émiratis. Donc les Émiratis sont revenus en fait un peu sur le théâtre yéménite, et en réaction, ils se sont exposés à des tirs de drones et de missiles sur Abu Dhabi. Voilà, on l'a vu ces derniers mois, il y a eu 4 ou 5 ou 6 frappes. Certaines ont été interceptées en vol avant de s'abattre sur le territoire émirati, mais l'une de ces frappes s'est abattue sur le territoire émirati et a tué 2 ou 3 travailleurs étrangers, je crois, à Abu Dhabi. Donc il y a effectivement un potentiel de désescalade qui serait le bienvenu, parce que il y a une montée des tensions d'un point de vue militaire assez grande, quoi. Mais on peut dire aussi que, d'une certaine manière, la décision de l'administration Biden, officiellement en tout cas, de ne plus soutenir d'aucune manière la guerre au Yémen, bon, c'est de la parole, si j'ai bien compris, elle est aussi fonction de l'Iran. C'est-à-dire, tout le changement de tendance avec l'Iran a des conséquences, y compris sur la politique américaine vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et des Émirats, et donc du Yémen. Voilà. Bon, on a fait sans doute un tour. Abraham. J'avais noté Abraham, mais sous une autre forme. Oui. Vas-y. Alors les accords d'Abraham, oui, c'est effectivement une histoire dans l'histoire. Donc en 2020, à l'été 2020, on a cette déclaration surprise. Les Émirats font la paix avec Israël. en guerre. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai rajouté les guillemets. Suivi un mois après par le Bahreïn.
Et alors, on s'est beaucoup interrogé sur quid de l'Arabie Saoudite, avec deux questions. Est-ce que l'Arabie Saoudite a béni ces accords d'Abraham, a donné son aval? Et puis, deuxième question, est-ce que l'Arabie Saoudite peut suivre? Alors, sur la première question, j'ai pas de religion, à vrai dire. On a eu l'impression, parce que en fait, sur l'annonce émirati, il n'y a pas eu véritablement, je crois, de mémoire de réaction saoudienne officielle. Il y a eu une réaction sur le Bahreïn. Bon, sur le Bahreïn, on a compris qu'il y avait un feu vert saoudien. Mais bon, il y avait une forme de silence. Alors, est-ce que c'est un silence approbateur ou est-ce que c'est un silence un petit peu circonspect? Je vous avoue que je sais pas très bien. Mais bon, ils ont laissé faire. Sur la possibilité que l'Arabie Saoudite emboîte le pas des Émirats, moi je pense que ce serait dans la logique des choses pour Mohammed Ben Salman. Je pense que tout ce qu'il est en train de préparer, par exemple Neom, si Neom a été installé dans le coin nord-ouest de l'Arabie Saoudite, c'est pas pour rien. Neom est la passerelle naturelle d'une normalisation, en tout cas économique, avec Israël. Et voilà. Et dans la mesure où c'est une ville qui va se bâtir sur la technologie, sur les technologies de communication, etc., sur le cyber et compagnie, autant de domaines dans lesquels Israël est pionnier, il est évident qu'à un moment ou à un autre, elle aura besoin du savoir-faire israélien. Donc je pense que la normalisation, elle sera dans la nature des choses une fois que Mohammed Ben Salman sera au pouvoir. Alors voilà, quand est-ce qu'il sera au pouvoir, on ne le sait pas. Pour l'instant, le roi Salman est toujours là. Et tu cherches des clés. Moi, j'en ai deux qui sont des déclarations de Mohammed Ben Salman lui-même. Alors, il y a une déclaration toute récente. Voilà. Mais il y en a une avant. Attends, avant la dernière. Je te laisse la dernière. Mais celle d'avant, c'est une déclaration à Haaretz, très étonnante, qui date maintenant de 6 mois, 8 mois, où il dit « Si je signe, dit-il, parce qu'on lui demande pourquoi vous ne signez pas, vous aussi. Et il dit « Si je signe, l'Iran, le Qatar et mon peuple me tuent. » Donc, c'est-à-dire, ça donne une idée quand même du grand écart, pas seulement de MBS, mais de beaucoup de directions sunnites de la région, qui d'un côté ont envie de cette alliance avec Israël, avec les États-Unis plus proches, parce que Jérusalem, c'est aussi la clé de Washington, hein, on le sait, en tout cas dans la période de Netanyahou-Trump, c'était évident. Mais en même temps, il y a des opinions publiques. Pour un pays comme l'Arabie Saoudite, on ne peut pas ne pas tenir compte, dans une période de révolution arabe, de ce que peuvent dire. Et alors, la deuxième déclaration, c'est ça qui est intéressant, c'est celle d'hier. Oui. Alors, je te laisse dire. On dit les opinions publiques, ça existe, mais les opinions publiques, ça se travaille. Hein, comme disait... voilà. Oui, voilà, il y a quelques années. Avec Serge Allier. Voilà, exactement. Et ce travail, il est en train d'être fait. Alors, bon, déjà, et puis deuxième bémol, l'opinion publique, elle existe, effectivement, mais on est dans un pays d'absolutisme pas tempéré du tout, où les opinions publiques ne s'expriment pas de manière extrêmement naturelle et extrêmement aisée. Mais les opinions publiques, ça se travaille. Et depuis 4-5 ans, on assiste dans la presse saoudienne à l'expression d'opinions extrêmement israélophiles. Ou quand ils ne sont pas israélophiles, ils sont palestiniaphobes. Avec un narratif où on reproche aux Palestiniens d'être des ingrats, où on dit que les Palestiniens ont abusé de la vache à lait saoudienne, qu'il faut qu'ils nous rendent tous les millions de dollars qu'on leur a donnés au nom de la cause, que les Palestiniens de toute façon ont vendu leur pays. Enfin, il y a un discours qui provient d'éditorialistes très en cours auprès de Mohammed Ben Salman, dans la presse officielle, qui s'exprime de manière extrêmement libre. Et s'ils s'expriment de façon libre, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, on leur a donné le feu vert. Voilà. Mais la déclaration d'hier montre quand même qu'il faut tenir compte de la dimension palestinienne. Voilà, donc la déclaration, enfin c'est pas hier, c'était dans une interview au journal The Atlantic, qui est
un magazine américain qui a dépêché un journaliste à Riyad qui a fait une interview de Ben Salman. Et donc le prince héritier dit que Israël peut être un potentiel allié le jour où, où la question palestinienne sera réglée. Enfin, il y a une formule un peu vague, hein, parce que bon, ça peut se régler de manière assez diverse et pas forcément de manière très, très juste, quoi. Voilà. Mais on a quand même du mal, enfin je prends à témoin nos amis, d'avoir une opinion assez fondée sur l'état de la pensée du Saoudien moyen, je veux dire, qui participe à la vie politique. Moi, ce que j'ai, par exemple, on en fait un midi de l'IREMO sur ce sujet, c'est l'enquête du CAREP, qui date d'il y a 1 an maintenant, donc il faut la relativiser, mais qui montrait qu'il y avait c'était 27 000 personnes questionnées dans 13 pays arabes, donc quand même autre chose qu'un sondage de l'IFOP ou que du type, comment ça s'appelle, il y a un sondage qui met Mélenchon à 13-14% tout le temps, là, depuis plusieurs semaines, hein. C'est un peu spécial. C'est chez nous. C'est chez vous, ça. Bon, mais cette enquête du CAREP montrait qu'en tout et pour tout, sur les 27 000 personnes plus ou moins représentatives de l'opinion arabe, il n'y avait que 6% favorables à la normalisation sans solution du problème palestinien. Donc, quelque part, c'est quand même un élément de pression, je crois, sur MBS comme sur les autres dirigeants de cette région. À part Mohamed VI, qui évidemment a le cadeau du siècle avec le Sahara reconnu marocain par l'administration américaine, lui, on voit où est son intérêt. Pour les autres, c'est quand même une situation de grand écart, enfin, il me semble. Hein, Non, bien sûr, c'est évidemment toujours compliqué, et ça l'est d'autant plus pour l'Arabie Saoudite que symboliquement, c'est pas n'importe quel pays dans le monde arabe. C'est le pays des 2 mosquées sacrées, c'est le pays qui se présente comme le chef de file du monde arabe sunnite. Donc, évidemment, ils ont une responsabilité vis-à-vis de ce dossier encore plus grande. Donc, bon, on ne sait pas quand le Rubicon sera franchi, mais on sait par exemple que Mohamed Ben Salman a rencontré Netanyahou oui, bien sûr. en Arabie Saoudite, c'était l'année dernière, je crois. Voilà. Ça pouvait être que l'an dernier, oui. Oui. Depuis, ce serait Bennett. Ouais. Mais pour te pousser dans tes retranchements, il y a eu un conflit, visiblement, entre Mohamed Ben Salman et son père, le roi, à propos de Jérusalem. Puisque il y avait, à l'époque de la signature des accords d'Abraham, une poussée très forte sur la Ligue arabe pour qu'elle participe en fait, au mouvement qui est... Et, semble-t-il, le roi Salman avait dit, pas Jérusalem, non. On ne peut pas accepter que Jérusalem soit vendue aux Israéliens et qu'on dise, voilà, on renonce à l'arabité, à la possibilité que Jérusalem soit la capitale d'un État palestinien à venir, quoi. Et visiblement, Ben Salman avait reculé. Oui, c'est ce qu'on a compris, mais bon, C'est toujours le père qui décide quand même. Sur les grandes orientations, le fils peut bien faire. Voilà. Alors, on va remercier d'abord Benjamin, parce que c'était passionnant. Bravo. On s'y retrouve un peu. En plus, il nous a fait un paysage à travers le temps, à travers les siècles même. Donc, c'était vraiment très intéressant. Je propose maintenant que chacun puisse poser des questions. Je ne sais pas comment ça se passe pour les questions qui viennent. Elles sont ici. Eh ben voilà, la vie est belle. Alors, monsieur, puisque vous avez commencé, continuez, je vous en prie. Je voulais le féliciter parce que c'est vraiment très, très intéressant et brillant. Je voulais quand même parler différemment un peu du Yémen, parce que il faut se rappeler du slogan « Les Arabes naissent au Yémen et meurent en Irak ». C'est quand même démographiquement et sociologiquement vrai. Le Yémen, m'excuserez ce parallèle, c'est un peu le problème de l'Ukraine. C'est-à-dire que vous avez une liaison très très forte avec l'Arabie, et vous avez, j'allais dire, le Donetsk, c'est la Syrie. Et la guerre n'est pas seulement une guerre de conquête, me semble-t-il, mais c'est aussi une guerre très très intime entre 2 peuples qui sont interpénétrés. Sachant que, également, Mohamed bin Salman est d'une tribu, les Ajman, qui a un lien historique avec les Houthis.
Donc c'est extrêmement compliqué, un peu intégré comme on ne peut pas le voir, et c'est pas une guerre de conquête pour la conquête, c'est vraiment intime, à tel point que je pense, et je te soumets la question, que si les Saouds venaient à perdre la Syrie, ou Marib, ils perdraient leur légitimité partielle sur l'Arabie, parce que dans le wahhabisme, celui qui perd le pouvoir n'a plus la sanction d'Allah, puisqu'ils ne descendent pas du prophète. Donc c'est très très dangereux pour eux. Voilà. Et la deuxième chose, je vais plus court, je pense également que l'attitude vis-à-vis du Qatar est à placer dans une réflexion plus religieuse. Il y a eu un rapprochement entre MBZ et MBS, notamment sur la lutte contre les frères musulmans, Qatar, Turquie et autres, qui s'est traduit par une nomination qui est très intéressante, qui est celle de Mohamed Al-Aissa à la tête de la LIM, la Ligue islamique mondiale, où là, ça secoue et où on commence à parler un peu de néo-wahhabisme, de néo-salafisme. Donc il y a aussi cette dimension religieuse qui est passée au milieu du problème. Excusez-moi. Ce sont des affirmations, mais en même temps des questions. Passionnant. Tu préfères prendre une question après l'autre ou en regrouper? Non, je vais... Oui, une deuxième question. Alors, encore une ou deux questions, je vous en prie. Il faut... Voilà, ici. Il ne faut pas oublier les questions. Oui, on les voit, mais là, on y a répondu déjà, en fait, à celle-là. Bonjour, merci. J'avais une question sur la figure de MBZ et plus largement la politique des Émirats vis-à-vis des élites occidentales. MBS, lui, est un peu persona non grata, enfin, sauf Macron qui est allé le voir l'automne dernier, mais MBZ, il y a quand même un partenariat stratégique militaire puissant avec la France, enfin, porté par Le Drian et maintenant par Madame Parly. Il y a quelque chose de moins connu en France. Il y a eu un grand scandale politique à Genève sur une tentative de la maison, enfin de MBZ, de prendre contact avec un dirigeant genevois qui s'est fini par des actes de corruption devant les tribunaux à Genève. Et donc, en fait, il y a vraiment une volonté non pas d'influence vers les élites occidentales, et notamment sur la question, à mon avis, de l'islam, où on voit en réalité que les autorités françaises ont repris le discours quasi identique de MBZ sur la question. On a l'impression que le narratif autour de la loi séparatiste, c'est pas, sans vouloir être trop caricatural, c'est presque de l'imprimatur émirati. Donc voilà, je voulais voir comment vous percevez ça, et est-ce que c'est théorisé stratégiquement ou c'est juste une simple politique d'influence qu'il ne faut pas surestimer, etc. Merci beaucoup. Il y avait une question, j'ai vu là-bas. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Barthes, Monsieur Vidal pour l'intervention. J'avais une simple question vis-à-vis du sujet globalement sur la disjonction entre MBS et MBZ au niveau plus diplomatique, dans le sens où est-ce que vous considérez par exemple que les multiples erreurs saoudiennes qui ont été récentes comme le Yémen, l'affaire Khashoggi ou encore le scandale Pegasus qu'on a eu aussi assez récemment, ont un peu condamné l'Arabie Saoudite et surtout le personnage de Ben Salman dans les opinions publiques occidentales et qui ont donné une place en or un peu à Mohamed Ben Zayed dans les relations avec l'Occident notamment. On va peut-être prendre ces trois questions. Ouais. Benjamin, j'ajoute mon grain de sel, j'aime bien. Quand même, ton ami Ben Salman, il a un peu de mal, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens dont on dit que tout ce qu'il touche devient de l'or. Lui, c'est pas vraiment de l'or, parce que on a parlé du Yémen, on a parlé évidemment du Qatar, mais on aurait pu parler de la tentative d'enlèvement du fils Hariri, on aurait pu parler du rançonnage des princes qui a dû laisser des conséquences assez fortes dans la famille royale, on aurait pu parler de la tentative de privatisation de l'Aramco, auquel le roi d'ailleurs a mis le holà, on aurait pu enfin, il a quand même beaucoup de mal, quoi. Il est très très jeune et très arrogant et très prétentieux, mais enfin, on ne peut pas faire de comparaison avec d'autres personnages du même type. On pourrait. C'est pas, comme on dit en anglais, il ne deliver pas. Hein. Voilà. À toi. Ok. Sur la question de la cire soulevée par Jacques, je t'avoue que je pense que tu maîtrises les subtilités.
Ouais. Il ne faut pas la perdre. Je simplifie. Ouais. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est une région. Et quand on voit Mohamed Zayed les aider à Marib, on comprend qu'il fait un peu son biélorusse. Là. Il aide. On va Tu vois pas ce que je veux dire? trop rester dans le dialogue parce que sinon les amis qui sont en Oui, ligne oui. ne comprennent pas. Hein, donc, Mais je rebondirai peut-être là-dessus pour mettre le projecteur sur une histoire qui va peut-être grossir dans les prochains mois et qui est liée un peu à ça. Parce que, alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, la Syrie, c'est une région frontalière au sud de l'Arabie Saoudite, frontalière avec le Yémen. Et c'est une région qui a été, au début, notamment de la guerre, de l'intervention militaire au Yémen, qui a été bombardée par les milices Houthis. Et enfin, il y a actuellement dans la région beaucoup de négociations souterraines entre les Israéliens, les Émiratis et les Saoudiens sur l'achat du fameux Iron Dome. Alors le Iron Dome, c'est ce système de missiles antimissiles dont on a beaucoup entendu parler. bouclier, bouclier antimissile, dont on a beaucoup entendu parler à l'occasion des 4 guerres contre la bande de Gaza. Et donc qui est principalement déployé en Israël le long de la frontière de la bande de Gaza, et qui est considéré comme le système antimissile le plus efficace. Ce qui n'a pas échappé aux élites du Golfe, qui ont fait comprendre, ont laissé entendre qu'elles ne seraient pas forcément mécontentes d'obtenir le dit système. Bon, moi j'entends pour l'instant des sources qui ne sont pas complètement confirmées, mais qui me disent que les négociations... c'est en cours, la presse israélienne le dit. C'est en cours, mais non seulement en cours, mais que ce Oui. serait pas loin d'être conclu. Donc, et j'imagine que, bon, pour sécuriser leurs frontières, les Saoudiens pourraient être intéressés par l'achat d'un tel dispositif, notamment quand on se rappelle de la fameuse attaque qu'ils ont subie à la raffinerie en 2020 ou 2019, ouais. Où des missiles tirés a priori par des milices irakiennes avaient franchi le système de défense aérien saoudien et s'étaient abattus sur des raffineries et des installations pétrolières d'Aramco. Donc ça avait été un coup très important porté à l'économie saoudienne, et évidemment les Saoudiens sont très intéressés sont potentiellement très intéressés par le système israélien. Sur la dimension religieuse, c'est évidemment l'un des chantiers très très importants lancés par MBS. On n'en a pas parlé effectivement, mais c'est quelque chose sur lequel il avance. Hein. Il s'agit pour lui de reprendre aux religieux la tutelle sur le sociétal qui leur avait été accordée historiquement en échange de leur allégeance à la famille saoud, quoi. Il veut les mettre au pas, comme il a mis au pas les militants libéraux, comme il a mis au pas les militants féministes, etc. Mais alors là, il s'attaque véritablement à un pôle de pouvoir historique en Arabie Saoudite, mais il avance là-dessus, et effectivement, son poisson pilote dans cette bataille, c'est Mohamed El Issa, qui est le patron de la Ligue islamique mondiale, qui historiquement était un instrument de diffusion du wahhabisme dans la région, et qui a été beaucoup critiqué pour cela, et qui aujourd'hui essaie d'être le vecteur d'un islam, comme on dit dans la région, désormais tolérant, modéré, etc. Sur le narratif séparatiste, oui, je suis complètement d'accord avec vous. Les Émirats arabes unis se sont fait les apôtres d'un islam tolérant. Enfin, la tolérance, l'œcuménisme, c'est vraiment des arguments de branding, comme on dit aujourd'hui, hein, de marketing, de promotion des Émirats arabes unis. Je pense qu'il faut voir... il ne s'agit pas tant d'un islam tolérant que d'un islam obéissant. Hein, et il s'agit, à mon sens, pas tant d'un islam modéré que d'un islam loyaliste. Grosso modo, c'est ça. Aux Émirats arabes unis, on ne le sait pas trop, mais dans le Nord, il y avait une présence historiquement des frères musulmans.
Et donc les Émiratis, il y avait aussi dans l'opération du 11 septembre, il y avait beaucoup de Saoudiens comme on le sait, mais il y avait aussi 2 Émiratis. Donc les Émiratis ont fait aussi un gros travail de surveillance, de mise au pas de cette opposition, de cette potentielle opposition politique. Et comme ailleurs dans le Golfe, les frères musulmans étaient présents en nombre dans le domaine de l'éducation et de la justice. Dans les ministères de l'éducation et les ministères de la justice, il y avait beaucoup de partisans du mouvement Islah, qui est un peu la branche des frères musulmans aux Émirats arabes unis. Donc Mohamed Ben Zayed a fait vraiment, donné un grand coup de balai. Voilà, toutes les figures importantes du mouvement Islah ont été mises en prison à la suite de procès expéditifs. Et donc désormais, il y a ce discours très vendeur pour l'opinion publique occidentale et qui a, d'une certaine manière, je pense, capté l'attention de nos élites politiques ici, d'un islam qui serait compatible avec la monarchie. Un islam Darmanin, quoi. Voilà. Un islam Nahyan d'un côté. Nahyan, c'est la famille au pouvoir aux Émirats arabes unis. Et puis, voilà. Alors, il y a la question de notre ami sur le... Mais juste une petite anecdote. Un jour où j'étais aux Émirats arabes unis, j'avais fait un reportage, j'étais allé suivre une messe, parce que les Émirats arabes unis se piquent d'accueillir tous les lieux de culte possibles. Ça fait partie, là encore, de son image, de marque, voilà. Et alors, Bachar al-Assad aussi, tu vois, donc ça n'engage à rien. Oui, voilà. Mais bon, Bachar, il a une population chrétienne importante, voilà. Mais donc il y a des églises aux Émirats arabes unis qui accueillent les cols blancs occidentaux, mais qui accueillent aussi les Indiens. Il y a pas mal d'Indiens chrétiens, donc il y a des messes, c'est assez amusant, donc il faut y aller un dimanche. Il y a des messes d'abord dans toutes les langues possibles. Les services se succèdent les uns après les autres. Donc il peut y avoir une dizaine de célébrations dans la journée. Et alors moi j'avais écrit un petit papier là-dessus. Et puis alors j'avais été scié de voir que à un moment de la liturgie, je crois que c'est la prière universelle, je crois. À la fin, il rajoute un petit chapitre qui est et nous vous prions, Dieu Tout-Puissant, je ne sais plus quoi, de veiller à la bonne santé de la famille Nahyan. Donc la famille régnante. Voilà, ce qui montre comment, la religion, et pour eux, ils voient ça comme un ciment, un facteur de pacification sociale. Et ils le disent très clairement. Ils disent que pour eux, tous les travailleurs étrangers ont besoin, pour leur jour de repos, de pouvoir exercer leur culte de manière tranquille. Alors, notre ami pose une question sur la dégradation de l'image de Ben Salman et de l'Arabie Saoudite dans les opinions, telles qu'on en parle, quoi. Oui, on l'a vu. Jusqu'à très récemment, il y a eu la visite d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite, avec la rencontre avec MBS qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais c'était une première visite, 3 ans après l'affaire d'Istanbul. Alors certes, il y a eu le Covid qui a un peu congelé tous les échanges, mais quand même, on a pu constater que MBS était radioactif pour beaucoup de dirigeants occidentaux. Et je crois qu'il l'est encore un petit peu. Enfin, ce stigmate-là, hein, c'est un peu le coup du sparadrap du capitaine Haddock. Hein. Pour moi, ça va coller à sa dish d'achat, sa tunique pendant très longtemps. Alors, l'Arabie Saoudite étant un partenaire assez incontournable pour beaucoup de pays occidentaux, il y aura un réengagement qui a commencé avec la France. Mais
bon, c'est quelque chose qui va continuer à peser sur lui. Et dans les opinions publiques, oui, évidemment, là, il y a quelque chose qui est d'autant plus dommageable pour lui que ça entre comment dire, en conflit ouvert, ça télescope complètement tout son effort de libéralisation du royaume. Hein. Bon, alors il faut bien comprendre que quand on dit libéralisation, les pays du Golfe, c'est les pays qui veulent réussir le découplage du libéralisme à l'occidental entre d'un côté le sociétal et le culturel qu'on importe, et puis le politique qu'on garde à distance. Donc les pays du Golfe, c'est vraiment le lieu du découplage. Hein. On prend le libéralisme sociétal, on prend le libéralisme culturel en partie, mais le libéralisme politique, on ne le prend pas. Mais c'est vrai que voilà, l'affaire Khashoggi a été quelque chose de fondamentalement en contradiction avec tout l'effort Pour quelle raison il a pris cette décision d'envoyer les assassins chercher à faire? C'est bon, on est dans la Conjecture. la conjecture, mais je pense que enfin, on a vu avec l'affaire des féministes à quel point il veut imposer une transformation par le haut. Hein, quand bien même les féministes pétitionnaient et demandaient que le royaume mette en place les réformes que lui-même a mises en place. Donc, a priori, il y avait un alignement entre leurs revendications et ce que lui entendait faire. Il ne voulait pas leur laisser le privilège d'avoir contribué à cette évolution. C'est moi, c'est le roi magnanime ou en tout cas le prince héritier, dans sa grande magnanimité, qui offre les réformes. Donc, il veut contrôler le narratif de manière absolue, je pense. Et Khashoggi était de ce point de vue-là un peu un concurrent aussi. Il nous reste 5 minutes. Je propose qu'on les consacre à l'Ukraine. Parce que, peut-être tu vas nous éclairer, c'est très difficile de comprendre. Est-ce que c'est d'abord spécifique aux pays du Golfe, ou bien c'est un mouvement plus général dans le sud de la planète, enfin dans ce qu'on appelait le tiers-monde. Mais il y a eu à la fois un vote positif en faveur de la résolution des Nations Unies en Assemblée générale, condamnant l'agression russe, mais pas au Conseil de sécurité. Alors, comment interpréter ça? Est-ce que c'est propre au Golfe, ou est-ce que c'est plus généralement ce sentiment qu'on a que dans tout le Sud, l'affaire ukrainienne est un moment de distanciation, et par rapport aux États-Unis, et par rapport à la Russie. La recherche de quelque chose qui serait une troisième voie, disons, De Gaulle est mort depuis longtemps, mais un peu dans l'esprit de ce que De Gaulle avait voulu faire quand il était président de la République. Et est-ce que l'Ukraine n'est pas, au fond, l'occasion d'affirmer ça? Jamais l'Union soviétique devenue Russie n'a été aussi isolée, puisqu'il n'y a eu que 5 voix contre en Assemblée générale. Mais en même temps, il y a eu 35 abstentions, ou 36 abstentions. Donc, quel est le jeu là-dedans du Golfe, ou est-ce que c'est spécifique au Golfe? Je ne sais pas. Ouais. Voilà, tu as 4 minutes. Hein. Bon, on a vu qu'il y a d'autres pays qui se sont abstenus, donc il n'y a pas d'exceptionnalisme golfien. Mais l'Afrique en particulier, francophone. Oui, hein. oui. Mais il y a une composante golfienne dans cette abstention. Enfin, il y a des raisons propres au Golfe. D'une part, je l'ai dit, la Russie est un partenaire important pour les pays du Golfe dans la gestion du marché du pétrole. Donc, ils sont obligés de gérer, de leur parler. Et il y a eu il y a quelques années une dégringolade des prix suite à un désaccord avec la Russie. Donc, il y a un besoin d'avoir quand même des canaux de communication ouverts avec la Russie. Mais j'aurais tendance à dire que ça va au-delà. Je pense que le Golfe veut se préparer se prépare à ce qu'il voit être comme un monde de plus en plus multipolaire. Ouais. Avec un retrait américain. Les États-Unis réitèrent qu'ils ne seront pas toujours là pour défendre les gens du Golfe. Les Saoudiens l'ont bien compris.
ont bien vu que, lorsque les milices irakiennes leur ont tiré dessus, il n'y a pas eu de réaction américaine immédiate et qu'ils étaient quand même désormais seuls en première ligne et qu'il fallait qu'ils se défendent eux-mêmes. Biden bat froid MBS. Ils n'ont pas de raison objective très pressante de s'aligner avec les Occidentaux et avec Washington. Alors est-ce qu'il y aura un peu un donnant-donnant de la part des Saoudiens? On veut bien marcher avec vous et monter dans le train anti-Poutine, mais il va falloir quand même, d'une manière ou d'une autre, donner des gages vis-à-vis de MBS et réintégrer MBS dans le concert des dirigeants avec lesquels Biden parle. Je ne sais pas, mais il y a un désengagement américain de la région qui se fait très lentement, mais que les Saoudiens et que toutes les élites du Golfe ressentent de manière extrêmement vive. Hein. Donc ils se préparent à un monde qui va changer. Est-ce qu'au fond, on n'est pas, pour des raisons que tu as dites, dans le Golfe, beaucoup plus conscient que chez nous, il n'y a qu'à voir le débat sur l'Ukraine, qu'on n'est plus dans la guerre froide? C'est plus la guerre froide. C'est un nouveau monde dans lequel il n'y a que des puissances capitalistes qui ont des intérêts contradictoires et qui les défendent sur le dos des Palestiniens, des Ukrainiens, des Ouïghours. Chacun a son champ de répression et d'horreur, quoi. Mais voilà, on n'est plus dans un monde binaire, simple, comme on a vécu pendant des dizaines d'années. Et donc là, je trouve cette situation de l'ONU où on ne bloque pas au Conseil de sécurité, on ne vote pas contre, mais on s'abstient, c'est un peu un symbole du monde multipolaire dans lequel on vit, en fait. Oui, bien sûr. Et dans ce contexte-là, le rapprochement avec Israël, c'est à mon sens l'émergence d'une alliance et d'un axe stratégique, d'un nouvel axe stratégique qui permettrait, dans l'esprit, je pense, des gens du Golfe, de faire pièce au monopole que les États-Unis avaient pendant longtemps sur la sécurité de la région, quoi. On conclut là-dessus. Merci infiniment. C'était tout à fait passionnant.